Sud-Soir, le journal. À l'écoute de sur FM Sen Radio, le choix de la différence. Nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Semaine mondiale de la sécurité routière, la 7e édition s'achève ce dimanche avec un accent mis sur la marche, le vélo et l'utilisation des transports en commun. L'école d'Erclé 3 a abrité les activités de ce samedi dédiées aux enfants. Lutte contre les inondations. ONAS investit le terrain avec son équipe, le curage, l'écrêtage des bassins de rétention en cours sur l'étendue du territoire sénégalais. Mais la crainte et les interrogations enflent dans certaines localités, la zone de captage en état d'alerte. Pour une gouvernance foncière responsable et inclusive, des acteurs portent le plaidoyer afin de dissiper les conflits liés au foncier. La plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière multiplie les actions pour accompagner le processus. Et puis sur l'international au Burkina Faso, la communauté musulmane et l'Église se liguent pour la paix et la reconquête du territoire national. Une journée de prière a été organisée à cette occasion. Un sport après le sacre d'hier, les U17 seront reçus demain, s'il vous plaît, par le chef de l'État Macky Sall. Les Lionceaux sont attendus ce soir à l'aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio. Les titres de ce journal et puis les détails, c'est après ceci. Babacar Samb. Pape Abdoulaye Dieye a assuré la mise en œuvre de cette édition d'information. Bonsoir et bienvenue sur Semaine mondiale de la sécurité routière. Retenez que la 7e édition va s'achever demain dimanche. Un accent est mis cette année sur la marche, le vélo et l'utilisation des transports en commun. L'école d'Erclé 3 a abrité les activités de ce samedi, activités dédiées aux enfants. Écoutons à ce propos Awa Sarr, directrice de la promotion sécurité routière et communication à l'Agence nationale de la sécurité routière. Ces propos sont recueillis par Ismaël Marcel Colli. Et nous sommes ici dans le cadre de la Semaine mondiale de la sécurité routière, donc pour commémorer avec l'école d'Erclé 3, la commune de Dieuppeul-Derklé, la journée du 20 mai. Qu'on a dédié aux enfants pour leur sécurité. On est aujourd'hui sur le BRT parce qu'il y a des pistes cyclables, il y a des zones piétonnes que nous voulons promouvoir et c'est pour ça que nous sommes ici avec les enfants, pour leur montrer. Vous avez eu les gens de CRBC de CETUD qui leur ont expliqué ce qui était là et pourquoi c'était là. Promouvoir le vélo et la marche est le thème de la Semaine mondiale de cette année. Et nous avons des infrastructures qui sont dédiées, qui permettent que les enfants, les piétons, puissent emprunter, les cyclistes également, et en toute sécurité, avec les bus qui sont au milieu et les véhicules qui ont également leur voie dédiée. Donc c'est vraiment un partage équitable de la route et un partage sécuritaire de la route. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, et d'accompagner, puisque l'agence est en charge de la coordination de toutes les activités de sécurité routière. Et lundi, nous serons à Thiès avec l'inspection d'académie de Thiès. Et nous remercions le ministère de l'Éducation qui est aujourd'hui présent en force avec l'UCAD et l'IA et les directeurs d'école. À l'instant, Awa Sarr, directrice de la promotion sécurité routière et communication à l'Agence nationale de la sécurité routière. 18h05 dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Parlons de tout à fait autre chose. Météo Sénégal annonce qu'au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera généralement nuageux sur la quasi-totalité du pays, mais quelques gouttes de pluie pourraient être observées durant la nuit dans les localités de Kédougou, Tambacounda et Kolda. Et justement, nous allons parler des opérations pré-hivernales de l'ONAS, des travaux de curage et d'écrêtage des bassins de rétention sont en cours de réalisation sur l'étendue du territoire, nous dit Pedre Sy, directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'ONAS. Il revient ici sur les travaux à effectuer dans le bassin de rétention de la zone de captage et indique que les ouvrages d'assainissement du BRT vont beaucoup contribuer à la lutte contre les inondations dans la capitale sénégalaise et sa banlieue. Voici Pedre Sy, directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'ONAS au micro d'Amadou Moustapha Dia. Bon, on a d'abord, comme on le fait d'habitude, on a démarré les opérations de curage au niveau de la région de Dakar depuis le 13 mars.
Et donc, ces opérations vont se poursuivre dans la phase préventive jusqu'en fin juin. Et c'est aussi de même pour les régions aussi. Les régions aussi, on a démarré le curage dans les régions depuis le mois d'avril. Actuellement, les gens sont à Fatick, à Kaolack, à Diourbel, à Saint-Louis et à Touba. Donc la semaine prochaine, on va attaquer les autres villes en début de semaine prochaine. Donc sur toutes maintenant le camp du territoire national, donc les opérations de curage sont en train de se dérouler normalement. Présentement, vous êtes au niveau de la zone de captage, au niveau du bassin. Quels sont les travaux qui sont menés là-bas? Oui, les travaux on est en train de faire d'abord. Les travaux, ces travaux-là sont d'abord, la première des choses d'abord, on est en train de faire le curage et donc l'augmentation de capacité de la station de pompage en enlevant les ordures. Et puis en excavant pour augmenter sa capacité de stockage. Ça, c'est la première phase qu'on est en train de dérouler. La deuxième phase, c'est de mettre le mur en béton sur à peu près 1800 mètres et avec 2 mètres de hauteur pour contenir les eaux à l'intérieur du bassin. La troisième phase, c'est l'augmentation de la capacité de pompage de la station de pompage qu'on a au niveau de la zone de captage. Actuellement, on a donc 3 pompes de 2000, on a 6000 mètres cubes. On va augmenter donc la capacité en allant minimum entre 8 et 10 mètres de pompage. Et aussi le bassin, disons le canal de la gendarmerie qui amène les eaux aussi, ce canal aussi va être repris et entièrement fermé. Et l'autre phase, la dernière, c'est de réduire les arrivées d'eau au niveau du bassin de la zone de captage. Et donc le processus est déclenché et les équipes sont mobilisées pour que ces objectifs-là puissent être... Vous serez en mesure de livrer les travaux au niveau donc, de la zone de captage. Est-ce que les délais sont respectés? Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. L'essentiel, on a démarré et toutes les mesures sont prises maintenant vraiment pour que ces travaux-là puissent se dérouler normalement et dans les délais, Inch'Allah. À l'instant, Pedro Sy, directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'ONAS, il sera l'invité de la rédaction. Crainte et peur, en tout cas, gagnent les riverains de la zone de captage qui vivent la hantise des inondations face au débordement imminent du bassin de rétention dans la zone de captage. Les habitants inquiets interpellent les autorités étatiques et les services, notamment l'ONAS. Ces populations exigent des solutions dans les plus brefs délais. Adja Mariam Diarra, reportage. Au cœur de la zone de captage, la psychose augmente et envahit les riverains. En cause, le bassin de rétention a déjà fait son trop-plein. Actuellement, c'est vrai que c'est compliqué avec le bassin et tout. L'hivernage, en fait, qui s'annonce. Actuellement, en fait, on a très peur. Donc, on n'a pas accès, on va avoir du mal, en fait, à avoir accès à entrer dans nos maisons et dans la rue aussi, pareil. Avec l'hivernage annoncé très tôt par les météorologues, les habitants de la zone de captage étalent leurs peurs et préoccupations. Nous, les habitants de la zone de captage, nous avons peur. Parce qu'avec l'hivernage qui s'annonce, tout le monde a peur. Actuellement, toute la population est en train de prendre les dispositions nécessaires concernant les inondations. Pas mal de gens ont quitté leur maison. D'autres ont quitté leurs habitations, ils ont déménagé. D'autres, ils ont vendu leur maison. Et les gens de zone de captage souffrent à cause des inondations. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, et les autorités étatiques sont interpellées. Les autorités, on leur parle et ils nous écoutent et disent oui, mais on ne voit rien. Qu'ils réparent le bassin de rétention de la zone de captage ou bien qu'ils nous trouvent un autre bassin où l'eau pourra se déverser. Entre peur et inquiétude, les riverains sont en quête de solutions à leur situation qui n'a que trop duré. Adja Mariam Diarra, plus de 42 villages du Dandemayo Sud seront coupés du reste du monde avec l'installation de l'hivernage. Face à cette menace, les populations de Nawel à Dembankani s'étaient retrouvées à Garli pour réclamer l'accélération des travaux de la route du Dandemayo. La lenteur des travaux, la cause principale de tous les maux, ont-elles martelé en tout cas dans ce reportage d'Abdourahmane Djin. Les travaux de la route du Dandemayo Sud ont démarré assez timidement et risquent de s'éterniser. Le mouvement Dandemayo émergent sort du bois et fustige le non-respect des engagements. Yaya Ndiaye est le président du DME. DME rappelle au gouvernement les engagements pris pour la réalisation de la route pour une durée de 24 mois livrable en 2024. Nous constatons aujourd'hui que les travaux avancent très lentement, ce qui signifie que les délais avancés ne seront pas respectés. C'est à Garli que les populations de Nawel à Dembankane s'étaient retrouvées pour alerter
Guinée. Dans quelques semaines, le Dandemayo sera coupé du reste du monde à cause de ces travaux. L'apparition du bulletin de l'ANACIM annonçant l'installation précoce de la pluviométrie sur l'ensemble du territoire national a accentué nos inquiétudes. Surtout les ponts coupés dont les travaux avancent très lentement, ce qui entraîne à coup sûr l'isolement de la zone dès la tombée des premières pluies. Nous invitons donc l'État à veiller sur tout cela pour éviter à la population de cette zone d'être coupée du reste du pays. Profitant de la tribune offerte par la presse, DME dignette à la SDER et réclame plus de sécurité sur la bande frontalière. Nous disons non à la privatisation de nos forages, car étant le fruit de nos propres investissements. Nous sommes dans une zone de frontière. Nous réclamons plus de sécurité au niveau de la zone du Dandemayo. La porosité de nos frontières recommande une présence plus accrue des agents de sécurité en implantant dans la zone des brigades de gendarmerie, en ramenant les postes de police ou bien de gendarmerie à Wodebere et à Ngano. En attendant, le mouvement Dandemayo émergent demande à voir la signature de convention de financement entre l'État du Sénégal et l'entreprise. Matam Abdurrahman Diène pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal. Autre point de l'actualité, je vous le disais en titre, pour une gouvernance foncière responsable et inclusive, des acteurs s'activent et portent le plaidoyer afin de dissiper les conflits liés au foncier. La plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière multiplie les actions pour accompagner le processus. Retenez comme forum national sur le foncier pour avoir un dialogue serein et multi-acteurs est en vue pour dissiper ces conflits justement. Une retraite annuelle a regroupé l'ensemble des membres du COPEL pour faire le bilan de la plateforme afin de dégager les perspectives. C'était Hambourg. Reportage Moustapha Sall. Pour une gouvernance foncière responsable, la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal fait le plaidoyer pour l'accompagnement des processus de gouvernance du foncier et des ressources naturelles. Je suis Dr Cheikh Omar Ba, le directeur exécutif de IPAR. IPAR assure la coordination de la plateforme gouvernance foncière au Sénégal. L'objectif de cette rencontre, c'est effectivement de faire le point sur les 5 années de mise en œuvre de la plateforme. La plateforme est l'une des rares en Afrique. Il y a eu un consensus pour que l'ensemble des catégories d'acteurs trouvent des mécanismes pour collaborer, échanger, mais surtout proposer des outils de gestion et de gouvernance foncière. Ce qu'on appelle gouvernance foncière responsable, c'est que souvent les conflits que nous avons, vous vous rappelez, les conflits de Ndengler, les conflits de Fanaï, même les conflits de Ngor, tous ces conflits, quand on regarde la base de ces conflits, il n'y a pas un consensus, il n'y a pas un dialogue. Les organisations de femmes veulent jouer leur partition pour la sécurisation de leur accès à la terre. Et Madame Sek Absissila, secrétaire exécutive de la Fédération des associations féminines du Sénégal, la FAFS. Bon, c'est plus la prise en charge des besoins spécifiques des femmes. Vous savez, les femmes ont des besoins par rapport aux fonciers. Et ces besoins se résument plutôt à accéder à la terre pour l'agriculture familiale, pour l'exploitation familiale. Donc, nous, c'est plus sur cet angle-là qu'on participe à cette rencontre pour un peu pousser, impulser, mais également faire le plaidoyer pour que les femmes puissent accéder à la terre. Un forum national est en vue pour avoir un dialogue serein et multi-acteurs. Certains parlent des assises du foncier au Sénégal. L'intérêt aujourd'hui que nous avons, c'est comment l'ensemble des participants qui sont ici, du gouvernement, du secteur privé, de la société et des élus, arrivent à s'accorder sur l'organisation d'un forum national qui pourrait être même présidé par la plus haute autorité du pays pour permettre de prendre des décisions qui vont d'abord dans le sens de concrétisation des actions vraiment de terrain pour permettre aux populations d'investir. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a plus de terre, les jeunes ne peuvent plus accéder à l'agriculture ni à l'élevage. Et il faut qu'on réfléchisse. La terre appartient aux générations à venir et nous devons préserver le patrimoine foncier du Sénégal. Cette plateforme regroupe les différentes catégories d'acteurs, la société civile, les instituts de recherche et universités, les élus locaux, entre autres. C'est un espace de débat et d'orientation politique des réformes foncières. Moustapha Salembourg pour la radio Sud FM. Moustapha Sall, parlons de la journée mondiale des abeilles ce 20 mai, occasion de parler de ce secteur qui reste encore sous-exploité ici au Sénégal. Le Sénégal qui peine à dépasser les 20 000 tonnes de miel par an de la demande nationale, entre autres facteurs qui freinent le développement de l'apiculture ici au Sénégal, la coupe abusive de bois. Plus de précision avec Dr Ibrahima Diawara.
Il est le responsable de l'apiculture au ministère de l'Élevage. Ses propos sont recueillis par Mamdiara da Silva. La production nationale est à 7200 tonnes. Selon donc les évaluations de 2022, nous sommes à 7200 tonnes de miel. Et qu'est-ce qui bloque? Il y a un sous-équipement des apiculteurs. Il y a aussi le problème de formation. Bon, bien qu'il y ait des efforts conséquents, des efforts soutenus en termes donc de renforcement de capacité des apiculteurs, puisqu'il y a un projet que nous sommes en train de dérouler qui a été financé par l'ambassade du Japon, qui cette année nous a permis d'avoir quelque chose comme 6500 ruches et de former quelque chose comme 800 apiculteurs, techniciens aussi de l'élevage. Mais c'est encore très insuffisant, bien que nous sommes accompagnés aussi par d'autres ministères, tels que le ministère chargé donc de l'environnement, le ministère de l'agriculture aussi. Et il y a des ONG aussi qui s'y adonnent. Est-ce que la coupe abusive de bois fait partie des facteurs qui freinent le développement de l'apiculture? Justement, le déboisement et aussi l'utilisation dans certaines zones, bien que ce n'est pas très répandu au niveau des zones apicoles, c'est pas très répandu, mais il y a l'utilisation aussi de produits chimiques, les feux de brousse aussi. Tout ça, c'est des facteurs limitants par rapport donc à l'apiculture. Et donc, il y a un travail qui est en train d'être fait, puisqu'il y a certains équipements qui permettent donc aux apiculteurs de récolter le miel sans pour autant créer des feux de brousse. Maintenant, avec l'équipement que nous leur fournissons plus accompagné donc de la formation, les apiculteurs commencent à comprendre et à même distinguer les habitants de la ruche, savoir donc quelle partie de la ruche il faut couper pour faire du miel et quelle partie il faut laisser, et puis ne pas utiliser le feu aussi pour récolter. Direction Saint-Louis, l'université Gaston Berger poursuit sa mission de service à la communauté en lançant un certificat de compétences en animation socio-éducative et populaire, CASEP, qui cible des bacheliers et non-bacheliers, mais aussi des personnes qui sont dans l'animation socio-culturelle et sportive. La formation d'une durée de 2 mois vise à outiller les adultes et jeunes pour qu'ils soient autonomes et responsables. N'est-ce pas Yves Tendagne? Elle est loin d'être exhaustive, la liste des différents modules qui composent le contenu du CASEP, le certificat de compétences en animation socio-éducative et populaire, démarré à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Insa Diagne est le responsable de l'association ASCAN, co-initiateur de ce certificat. On retrouve 4 unités d'enseignement qui permettent à tout un chacun, au sein de ces éléments constitutifs de ces unités d'enseignement, de pouvoir être outillé à différents niveaux pour être autonome et responsable et avoir les compétences techniques, didactiques pour encadrer des enfants. C'est pour ça qu'on retrouve dans ces contenus de formation, dans la maquette, une unité d'enseignement tournée autour de l'animation. Dans cette maquette, on trouve aussi une unité d'enseignement tournée autour du développement humain, les techniques d'expression. Mais vous êtes encadrés, vous êtes des enfants. L'élément le plus important, c'est de donner des consignes. Mais c'est aussi de connaître le développement de l'enfant, le développement de l'individu, à travers une connaissance de la culture corporelle pour pouvoir aller vers le développement de culture sportive. C'est aussi et surtout tout ce qui est gestion et planification. Un certificat qui vient élargir ainsi l'offre de formation de cette université de Sanar dans le cadre de la mise en œuvre du service à la communauté. Le professeur Ousmane Gom est le directeur adjoint de l'UFR des lettres et sciences humaines de l'UGB de Saint-Louis. C'est-à-dire l'université a 3 missions. Une mission de formation, une mission de recherche, mais aussi une mission de service à la communauté. Et la formation qui est lancée aujourd'hui s'inscrit dans ce 3e volet, c'est-à-dire le volet de service à la communauté. Comment l'université impacte le milieu socio-culturel, comment l'université impacte l'environnement. Et le professeur de renseigner sur les cibles de ce certificat. C'est une cible large. Donc c'est des gens qui peuvent avoir le baccalauréat, le BFM, ou bien qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont dans l'animation socio-culturelle, sportive, et qui font vivre les quartiers. Saint-Louis, Yves Tendagne, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Qui nous mène au Burkina où les populations en union de prière pour la paix et la reconquête du territoire national des confessions religieuses ont organisé dans les mosquées pour les musulmans et l'église pour les chrétiens une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale les vendredis et samedis sur recommandation du gouvernement de transition. La synthèse de ces activités spirituelles
spirituelle avec notre correspondant à Ouagadougou, Mathias Somda. En plus du combat par les armes pour vaincre les terroristes au Burkina, le gouvernement exploite la dimension spirituelle et coutumière pour la pacification du territoire national. Une journée nationale des jeunes et de prière pour la paix et la cohésion sociale a été organisée dans les églises, mosquées et autres sites retenus pour la circonstance. Le ministre Bassolma Bazié ce matin chez les coutumiers. On demande une journée pieuse, que les confessions religieuses dans l'unanimité puissent aller dans le même sens. C'est ça qui a amené une délégation gouvernementale auprès de Sa Majesté. Il y a déjà une délégation auprès des musulmans, il y a une délégation auprès des catholiques, il y a une délégation auprès des protestants. Et cette délégation est venue auprès de Sa Majesté dans la mesure où nous savons que tous ceux qui sont liés aux coutumes, le sol reste le même, la terre reste la même. Et de toute façon, dès lors qu'il invoque les divinités au sein du palais ici, c'est au nom de l'ensemble des communautés de notre pays. C'est pour le vivre ensemble. Il n'y a pas de distinction. Nous implorons les man, parce qu'il est toujours la force, et que l'ensemble de nos représentants coutumiers sur l'ensemble du territoire aient toujours cette force, cette sagesse qui permet de conduire le bateau à bon port. Je dis bien le bateau parce que notre pays est un bateau qui a été conduit par des hommes valeureux. Aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que cette crise que nous traversons, nous allons nous en sortir. Mais il faudrait que chacun se conduise de façon honorable pour qu'à l'heure du bilan, il n'ait pas à baisser la tête. Le pays, depuis 1919 jusqu'à aujourd'hui, a connu des tournants difficiles, mais il a pu toujours tenir haut. Et nous allons tenir haut le même flambeau. Le mouvement sunnite apprécie l'initiative du gouvernement. Abdul Aziz Compaoré, vice-président du mouvement sunnite. Face à cette crise sécuritaire et humanitaire que nous traversons, dans le mois de février, nous avons fait un mois de prière. Nos autorités religieuses ont voulu continuer dans ce sens pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de faire en sorte que le Burkina Faso puisse retrouver sa paix d'attente. Cette prière, c'est ce qu'on appelle le Qunut, une prière autorisée par le prophète alayhi salatu wa salam au moment de difficultés. Voilà pourquoi nos imams ont demandé que toutes nos mosquées puissent faire cette prière de Qunut à partir de ce vendredi à vendredi prochain. Les populations subissent depuis près d'une décennie des attaques terroristes entraînant une crise humanitaire et sécuritaire. Cette journée a pour objectif de rassembler tous les Burkinabés sans distinction de religion ni de croyance dans une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Faso. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Une communion de prière au Burkina Faso pour la paix et la reconquête du territoire. Pendant ce temps, l'unité nationale a été célébrée ce 20 mai au Cameroun. Le Cameroun qui célèbre comme tous les 20 mai sa fête de l'unité nationale. Il s'agit de la 51e édition de la fête nationale et les festivités ont été surtout marquées par la grande parade militaire et civile qui s'est ouverte peu après 12 heures au boulevard du 20 mai qui accueille traditionnellement cette cérémonie. Retenez que le 20 mai 1972, et je vous le rappelle, les deux entités du pays anglophones et francophones se réunissaient. C'est donc un jour pour magnifier l'unité retrouvée du Cameroun après les épisodes pré-indépendance où le Cameroun était divisé et sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. Zeste des sports dans cette édition d'information. Après leur sacre d'hier face au Maroc, l'équipe nationale de football U17, les U17 donc champions d'Afrique en titre depuis vendredi à Alger, arrive ce soir à 0h05 par vol régulier Air Algérie à l'aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio. La délégation sera accueillie à sa descente d'avion par le Premier ministre des Sports, Monsieur Amadou Ba, après la réception, selon le communiqué de la Fédération sénégalaise de football ou bien même du ministère des Sports. La délégation passera la nuit à un hôtel ici à Dakar. Par la suite, reçu par son Excellence le président Macky Sall. La cérémonie, ce sera dimanche à partir de 10h à la salle des banquets du Palais de la République. L'invité de la rédaction. Sud FM, l'invité du jour.
Il s'agit du directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'ONAS. Pedre Sy, il se nomme. Il répond aux questions d'Amadou Moustapha Dia. Pedre Sy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'exploitation et de la maintenance au niveau de l'ONAS. Oui. Alors, nous sommes en période pré-hivernale avec les prévisions de l'ONASIM. On passe justement aux inondations. Alors, qu'est-ce que fait l'ONAS en période pré-hivernale pour prévenir justement donc les inondations au niveau des ouvrages et surtout des bassins de rétention? Bon, on a d'abord, comme on le fait d'habitude, on a démarré les opérations de curage au niveau de la région de Dakar depuis le 13 mars. Et donc, ces opérations vont se poursuivre dans la phase préventive jusqu'en fin juin. Et c'est aussi de même pour les régions aussi. Les régions aussi, on a démarré le curage dans les régions depuis le mois d'avril. Actuellement, les gens sont à Fatick, à Kaolack, à Diourbel, à Saint-Louis et à Touba. Donc la semaine prochaine, on va attaquer les autres villes en début de semaine prochaine. Donc sur toutes maintenant les camps du territoire national, donc les opérations de curage sont en train de se dérouler normalement. Présentement, vous êtes au niveau de la zone de captage, au niveau du bassin. Quels sont les travaux qui sont menés là-bas? Oui, les travaux on est en train de faire d'abord. Les travaux, ces travaux-là sont d'abord, la première des choses d'abord, on est en train de faire le curage et donc l'augmentation de capacité de la station de pompage en enlevant les ordures. Et puis en excavant pour augmenter sa capacité de stockage. Ça, la première phase est en train de dérouler. La deuxième phase, c'est de mettre le mur en béton sur après 1800 mètres et avec 2 mètres de hauteur pour contenir les eaux à l'intérieur du bassin. La troisième phase, c'est l'augmentation de la capacité de pompage de la station de pompage qu'on a au niveau de la zone de captage. Actuellement, on a donc 3 pompes de 2000, on a 6000 mètres cubes. On va augmenter donc la capacité en allant minimum entre 8 et 10 mètres cubes de pompage. Et aussi le bassin, disons le canal de la gendarmerie qui amène les eaux aussi, ce canal aussi va être repris et entièrement fermé. Et l'autre phase, la dernière, c'est de réduire les arrivées d'eau au niveau du bassin de la zone de captage. Et donc le processus est déclenché et les équipes sont mobilisées pour que ces objectifs-là puissent être... Vous serez en mesure de livrer les travaux au niveau donc, de la zone de captage. Est-ce que les délais sont respectés? Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. L'essentiel, on a démarré et toutes les mesures sont prises maintenant vraiment pour que ces travaux-là puissent se dérouler normalement et dans les délais, Inch'Allah. Est-ce que les travaux d'installation du BRT ne vont pas impacter sur la gestion des inondations? Non. Parce qu'au contraire, ces ouvrages ont participé à lutter contre les inondations. Parce que dans le cadre du BRT, 15% du montant a été alloué pour mettre en assainissement pluvial. Et prenez le cas si on prend entre la zone, sur toutes les communes traversées, sur tout le long du corridor du BRT, il y a un grand réseau d'eau pluviale qui a été installé par le BRT. Mais c'est un chantier. C'est un chantier. Quasiment les travaux pour le réseau d'eau pluviale, ils sont finalisés. Pour le BRT. Les travaux sont finalisés. Quasiment les travaux sont finalisés. Je donne l'exemple. Si vous prenez entre la zone de Liberté 6, rond-point Liberté 6 et rond-point Porte de l'Émergence, là-bas, les travaux sont complètement finalisés. Venez voir, les gars même sont en train de faire le pavage. C'est finalisé. Les travaux de pose du réseau d'eau pluviale, ces travaux-là sont finalisés. Donc, ils sont quasiment finalisés. Et comme je vous l'ai dit, tout le corridor du BRT, il y a un bon réseau d'eau pluviale qui a été mis là-bas avec des diamètres de 2 mètres. Ça sera mis en service? Oui, même l'année passée, une bonne partie des canalisations a été en service, sur les zones où les travaux ont été terminés. Et ça va, comme je vous dis, ça va participer vraiment à améliorer le drainage du réseau maintenant dans ces zones-là, dans les zones traversées par le BRT. Voilà. Alors, au-delà justement de la zone de captage, y a-t-il d'autres travaux et infrastructures à réaliser à Dakar, surtout dans la banlieue, aussi à Ngor, Yoff et surtout aussi vers les nouveaux sites inondés comme Sangalkam et Rufisque et consorts? Non, dans la banlieue, on est en train aussi de faire le curage des ouvrages du projet. Au niveau des ouvrages du projet aussi, on a entamé les opérations de curage parce que c'est des travaux qui ont été faits maintenant par l'ADEME. C'est des travaux qui ont été faits par l'ADEME. Donc, il a permis maintenant vraiment de lutter contre les inondations dans les zones où le projet a eu à intervenir, le projet 2. Donc, aussi, ces ouvrages-là sont en train d'être curés maintenant par ONAS dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'ADEME, pour permettre une bonne irrigation maintenant de ces eaux-là. Donc, je peux donner l'exemple de Louarn, Nimzat, Medina Gounass, toutes ces zones-là, Yembol Sud, donc toutes ces zones-là, on est en train de
de vouloir faire, on a commencé le curage dans cette zone-là, et au niveau même de Dalifort. Ça permettra vraiment de pouvoir régler le problème des évacuations des eaux limitantes dans cette zone-là, où le projet a eu à intervenir. Pedro Si, je vous remercie. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Semaine mondiale de la sécurité routière, la 7e édition s'achève ce dimanche avec un accent mis sur la marche, le vélo et l'utilisation des transports en commun. L'école d'Erclay 3 a abrité les activités de ce samedi dédiées aux enfants. Lutte contre les inondations, ONAS investit le terrain avec son équipe, le curage et l'écrêtage des bassins de rétention en cours sur l'étendue du territoire. Mais la crainte et les interrogations enflent dans certaines localités, la zone de captage en état d'alerte. Pour une gouvernance foncière responsable et inclusive, des acteurs portent le plaidoyer afin de dissiper les conflits liés surtout aux fonciers. La plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière multiplie les actions pour accompagner le processus. Sur l'international Burkina Faso, la communauté musulmane et l'Église se liguent pour la paix et la reconquête du territoire national. Une journée de prière a été organisée à cette occasion. Et puis en sport, après le sacre d'hier, les U17 seront reçus demain par le chef de l'État Macky Sall. Les Lionceaux sont attendus ce soir à l'aéroport international Blaise Diagne. C'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci de l'avoir suivi. Papa Abdoulaye a assuré la mise en onde. Et puis, prochain rendez-vous d'information 21h et 22h. D'ici là, portez-vous bien.